And I think we have many thoughts and many action to undertake, but first we'll hear our panelists who have certainly lots of comments, and you've been picking on them as we went, and I'm sure they'll want to give you some feedback. But it's very inspiring, and I'm looking at a CEO here, Mr. Audet, with whom in 2008 we've started with the Federation of Chamber of Commerce the good economic news that we still have on, and he's certainly one that can work with other CEOs to make Montreal and Quebec happen. And I want to salute him because he certainly has appreciated everything you've been talking about CEOs. Premier is, is important, but it is mostly the ones who know who can make it happen. Alors, j'aime vous présenter Madame Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière à l'Université McGill. C'est un retour. Elle est québécoise puisqu'elle est née à Saint-Timothée. Elle a fait une longue carrière. Elle a étudié en cristallographie. C'est probablement beaucoup à voir avec le monde de la chimie et de ses applications. Certainement, elle sait ce que c'est que l'innovation. Elle a présidé le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada, qui est un organisme extrêmement prestigieux. Elle a fait ses études à McGill, mais a fait sa carrière universitaire beaucoup à Queen's University, as you as a student, Mr. Khan. Et bien sûr, elle a gagné de nombreux prix. Je ne veux pas prendre son temps pour vous les énumérer, mais c'est une femme remarquable qu'on est très heureux de revoir à Montréal, à McGill. Et je suis certaine qu'elle a des commentaires à faire et des choses à nous suggérer pour les prochains pas à entreprendre. Alors, Suzanne. Merci. 3 chiffres que je retiens. New York City, 1. Montréal, 36 aujourd'hui. Montréal, demain, 1. Alors, moi, je les garde en tête. Et la ville de Québec aussi. Oui, voilà. Et... des messages importants. S'assurer qu'on est capable ici d'attirer et de retenir les talents, surtout dans un environnement où il y a vraiment une guerre des talents. Qu'on a la capacité de faire de Montréal la ville universitaire par excellence. Mais pour obtenir ces résultats-là, on va devoir faire des changements. Entre autres, avoir des politiques qui nous incitent à attirer les talents, plutôt que le contraire, parce que je crois qu'on en a non seulement la capacité, mais aussi le devoir. J'ai passé plusieurs années à Ottawa, alors j'ai entendu des centaines de fois comment notre pays est vraiment pas très bien classé en innovation. Et on se pose plein de questions là-dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question très facile à répondre, mais il y a une chose sur laquelle on s'entend tous, c'est qu'on est très lent ici au Canada, et je pense que c'est le cas aussi au Québec, à adopter et à utiliser les technologies numériques. Et on a besoin de ces jeunes talents-là qu'on va attirer pour faire ce grand pas. Parce que les technologies numériques, ce n'est pas seulement notre téléphone intelligent, ça en est. Ce n'est pas seulement de pouvoir utiliser des ordinateurs et puis aller faire plein d'analyses. Les technologies numériques sont dans tout ce qu'on fait, dans tous les secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, la santé, le divertissement, l'agriculture, je l'ai déjà dit, l'éducation. Et on a besoin de cette génération-là. Nous, on les appelle le digitally born people, qui ont ça dans leur ADN et qui comprennent très bien qu'il faut utiliser les technologies numériques dans tout ce qu'on fait, ce qui va nous permettre de faire autrement, de voir autrement et de pouvoir créer ces nouvelles industries qui font autrement et qui nous rend finalement la vie beaucoup plus agréable.
On parle beaucoup, on va en parler demain, des villes intelligentes, des nations intelligentes. Je pense, venant du milieu universitaire, qu'il faut penser aussi au campus intelligent, parce que je dois vous dire qu'on parle beaucoup de l'entretien différé. Si vous venez faire un tour à McGill, vous allez voir qu'on a des bâtiments, effectivement, qui souffrent d'entretien différé. Mais moi, je remarque, depuis que je suis ici, et je l'ai vu partout au Canada, quand on pense à l'infrastructure numérique dans nos universités, on a un énorme problème d'entretien différé. On n'est pas vraiment, on n'est pas à la fine pointe. Et ça fait partie d'équiper ces jeunes talents-là de façon à ce qu'ils puissent participer à ce bel élan d'innovation qu'on veut avoir chez nous. Moi, j'ai 3 conseils. Bien, vous m'avez donné tellement de conseils, Martin, que là, je ne sais plus par où commencer, mais en tout cas, j'en ai 3. Un, en fait, que je pratique. Alors, celui-là, c'est facile, je sais que je peux le rencontrer. Il faut être à l'écoute, il faut être présent avec ces jeunes-là qui sont sur nos campus. Moi, depuis que je suis arrivée à McGill, je suis dans les salles de classe, je suis dans les activités des étudiants, je vais voir ce qu'ils font sur le terrain parce qu'ils sont très innovateurs. Il faut les écouter pour pouvoir justement les munir de ce qu'ils ont besoin pour nous apporter ces innovations-là. Alors ça, c'est un premier conseil que je pratique, alors ça va très bien. Un deuxième conseil, je pense que on va penser 2 fois avant de se départir de nos résidences universitaires. Ça a l'air qu'il y a plein de belles affaires qui partent là-dedans. On le sait déjà. Je pense, en fait, on va peut-être prendre des options là, pour nos étudiants là, pour bénéficier des compagnies. Mais, en fait, je rigole un peu, mais la raison pour laquelle on a des résidences universitaires, c'est qu'on attire des gens d'ailleurs. S'ils sont chez papa, maman, ils ne viennent pas vivre dans nos résidences. Alors, il faut encore là valoriser le fait qu'on a cette capacité d'attirer des gens d'ailleurs. Et on l'a vu ce matin, M. Boily en parlait, des fois, voyager, changer de paysage, ça peut susciter beaucoup d'innovation. Et la dernière, this one, I will say it in English to make sure, Martin, that you hear me well. I need to tap into the McGill diaspora to prime the pump. Yeah, and there's a lot of people. The McGill diaspora is fantastic. And so expect am I going to send you a mail, a text, a phone call? You'll have to tell me which one because I don't want to be looking like I'm digitally retarded. So tell me how, and you'll get the call or whatever I need to do. Merci beaucoup. Well, that will be a good thing because I had asked Marty why had he not stayed in Montreal, and he said I wasn't asked. So you'll be asking, eh? That's wonderful. Je veux présenter maintenant quelqu'un que nous connaissons bien, Rémi Racine. Sur la note biographique ici, j'ai président du conseil d'administration de CBC Radio-Canada, mais avant tout, Rémi, c'est un entrepreneur, un homme engagé, un président de compagnie, Behavior Interactif. Il est dans le jeu vidéo. J'imagine qu'il va certainement réagir au crédit d'impôt aux jeux vidéo, mais surtout nous parler du chemin de l'entrepreneur et comment il a réussi à faire en sorte que 60 millions de jeux vendus, c'est le produit de son entreprise. Il a une vaste expérience et je le dis encore, très engagé. C'est un diplômé tout à fait en ligne avec ce qu'il fait puisqu'il a un bac en finance immobilière de l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue, Rémi. D'ailleurs, qui ne m'ont jamais appelé. I'm sure. Je veux juste en intro dire à Madame de l'Université McGill que l'Université de McGill, c'est la seule université qui me demande à parler. À Montréal, j'ai fait une dizaine de présentations à l'Université McGill, jamais à l'UQAM. Bien, Concordia va te demander bientôt, je te le promets. Je serais fier d'aller à l'UQAM, je vais vous dire. J'ai rencontré Martin il y a quelques semaines pour parler d'aujourd'hui. Évidemment, c'est un personnage très intéressant et New York m'a déboussolé par leur dynamisme des dernières années. Là, quand tu es dans le milieu et que tu es à tous les jours
en combat pour convaincre les consommateurs, les clients d'acheter tes produits, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe à New York. Puis je visite New York fréquemment. Quand il m'a expliqué toute la stratégie du maire Bloomberg avec les entreprises, j'ai trouvé ça fascinant. Je dois vous dire que Montréal aurait besoin de ce genre de leadership-là. Le Québec. Pour moi, ce qui est important pour le Québec ou une ville comme Montréal d'être un leader en innovation technologique, pour moi, il y a 3 raisons. Les entreprises technologiques sont parmi les meilleurs créateurs d'emplois et de richesses, et là, je pense qu'il l'a prouvé partout sur la planète. L'industrie de la création au Québec enrichit tous les Québécois. Le Québec bénéficie déjà d'une bonne réputation pour son industrie créative. Il faut capitaliser là-dessus sans tarder. La rétention de nos talents et la capacité d'attirer les meilleurs de l'étranger, c'est vital pour l'avenir du Québec. Il y a une chose qu'il faut cependant garder en tête, c'est que Montréal est beaucoup mieux placé que New York l'était en 2009 pour tirer son épingle du jeu. Ne soyons pas défaitistes, nous réussissons déjà. Ce qu'il faut aller encore plus loin, performer davantage, créer plus d'emplois et de richesses pour les Québécois. Oui, l'exemple de New York est inspirante. Elle démontre l'importance du leadership, de la mobilisation, du focus et des gestes concrets. Nous avons déjà l'amorce d'un écosystème. Travaillons ensemble, notamment sur 3 volets. J'aime ces exemples de 3. Moi, je ne suis pas capable de me rendre à 4 ou 5. Probablement que c'est la différence entre l'UQAM et McGill. Alors, mes 3 volets sont faire de l'innovation technologique un projet d'avenir pour tout le Québec, améliorer l'accès au capital et valoriser l'entrepreneurship. Moi, quand j'ai commencé comme entrepreneur, il y a de ça 22 ans, 21 ans, honnêtement, l'accès au capital, c'était les amis. Il n'y avait pas vraiment d'accès au capital à ce moment-là. Et évidemment, l'entrepreneurship n'était pas autant valorisé qu'elle l'est aujourd'hui. Je pense qu'on s'est amélioré comme société. Mais il faut quand même le valoriser encore plus. Puis je ne pense pas que c'est dans nos traits de caractère en ce moment. Évidemment, je ne peux pas avoir le micro sans parler des crédits d'impôt. J'ai qu'une chose à dire là-dessus, c'est que Montréal n'est pas New York et que le Québec n'est pas les États-Unis. Notre force d'action ne sera jamais équivalente. On doit se battre avec des dizaines de pays qui sont actuellement en course pour devenir le prochain hub technologique. Je vais être clair, remettre en question les crédits d'impôt qui soutiennent nos industries créatives, c'est mettre dangereusement à risque l'écosystème qu'on a créé depuis nombre d'années. Le Québec ne peut se permettre de rater le train de l'innovation et de la technologie. Merci. Alors, Rémi, on peut dire que c'était clair. Et j'espère qu'à l'Internet, le ministre de l'Économie, M. Leytaud, le ministre des Finances et M. Coiteux étaient à l'écoute. Comme ça, ils ont pu capter ton message que j'imagine tu vas répéter nombre de fois. I don't know, Marty, you want to react to either what Susanna said? She seemed to have agreed with you on every level and every topic, and yet maybe you want to add something, and maybe to Rémi's comment in terms of Montreal or Quebec City is not New York. And when you talk about the CEOs that were there and their capacity of reaching out as such, do we have that kind of, is it essential? And the comment that Mr. Bloomberg made about if you have those tax breaks, what it creates is a spiral towards not necessarily good quality, and you better go with quality. Can you discuss or comment? Because Rémi would be very interested in that one. Sure. I think I'll address the Bloomberg's quote. I think he said lowering your price is the last one you want to think about doing. You want to try and focus on other things as well. But that doesn't mean you're not going to have discounts at certain times in any way. It's just, as a businessman, he was saying,
you think about all the different things you do. You don't immediately go and say, let's just cut taxes everywhere, because that's not sustainable. Let's not cut our price everywhere, and we'll be the lowest cost of any provider, and we'll go out of business because that's not sustainable. It's obviously a very important part of the equation, and at the same time, Mayor Bloomberg put in place some substantial tax incentives for the film industry and the television production industry to set up in New York City. And that was very successful. So it's not like he's completely opposed to it. It was more, that's one element, but let's not rush there on day one, because there are a lot of other things to think about. And I think as part of the overall equation, and this is something for the leaders to discuss, okay, do we need to address challenges in costs or competitiveness, and could that be one element? But what are the other things we need to look at? And I think it's very true. Montreal is not New York City, but that's not necessarily a good or bad thing. It's different. I think as a Canadian, one of the things that I've noticed here in the discussions that I've had leading up to this is that Quebec is a very special place in Canada too. I don't think something like this, and I'll get in trouble depending on who's listening here, but anyway, I don't think something like this would be necessarily as easy in Toronto. Quebec and New York City were very similar in one way. In New York City, the 70 pictures that went up there, those people were passionate, not just about making money. They weren't doing this to make money. They were doing this because they love New York City. And they said, we want this place to be successful because this is our place, and people are passionate about New York City. The same is true here in Quebec. People here, the leaders, everyone I've spoken with is passionate about the success of Quebec. And so I think people rallying around to say, we want this to be successful. I don't know whether you'd have the same kind of feeling of common ownership and responsibility elsewhere in other cities around North America. I think Quebec and New York City in that way are quite unique. So it is different, but I think there are other places. Austin, Texas has done some incredible things. Very small town, but it's a real hub of innovation as well, especially in video games and things like that. I'm sure there were some tax elements as part of that, but a lot of other things. The University of Austin, or University of Texas in Austin, has been very supportive. And so I think Suzanne's comment, and I think that's fantastic if the message came across. Let's put that number up for McGill, and I bet you it's a big one. Similar to Stanford and MIT, but let's leverage that diaspora, because people elsewhere still feel very passionate about McGill, maybe not quite as much UQAM. And oh, come on. We've got successful ones from UQAM. One all. But no, I think all the universities and just generally people feel passionate about Quebec. So I think that there's a lot to build off. And the industries we talked about, the strength of some of these industries here is incredible. And imagine if you can say, right, we want all the entrepreneurs to be able to build these interesting ideas around these industries where you can go and talk to the people. You can go talk to the people at Hydro-Quebec about what their needs are going to be and how you might serve that industry better, because you've got the world leader right at your doorstep. Well, that's an interesting concept, and we understand you'll say yes when Suzanne calls you to get involved. But that's an interesting and very important fact that you're mentioning, the passion we have, which is similar, and that's definitely a good basis. Even my son-in-law, who's Albertan, is coming to have some passion, especially since April 4th. I think I would turn, unless you have something to comment further, Suzanne or Rémi, I think I would turn my attention to some of our friends. Oh, oui, bonjour. Oui. Elliot Lifson, passionate about Montreal, no doubt. Merci. Mon nom est Elliot Lifson. Je suis le vice-président conseil de vêtements Peerless. Mais aussi, Martin, I want to address you directly. One of the best talks I heard in a long time. Fantastic. If it was recorded, we should play it back, and I really think it was fantastic. Une chose qui est importante, de donner le temps, je suis
un membre de classe d'affaires, mais je passais un jour par semaine à l'Université McGill comme un professeur et je siège des encadrés avec eux. T'inspirer. Je m'excuse de te... Je te mets sur le spot, oui, parce que je te trouve très généreux. Tu es venu avec ton équipe. Même Ian Peters, le président de ton conseil, est là. J'aimerais ça que tu réagisses parce que, comme président de Cogeco, tu es aux États-Unis, au Québec, en Ontario. Pour toi, je sais, tu es un entrepreneur en technologie. Ce serait important de voir comment tu réagis aux propos. C'est clair que c'est très emballant, c'est très excitant. Voici notre perspective, c'est est-ce qu'on a le réservoir de gens suffisamment formés pour être capable d'embarquer dans ce travail. Et c'est certainement un des sujets que je vais soulever demain dans mon allocution. Malheureusement, je ne pense pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un pan de la population qui ne nous suit pas. Et c'est très difficile quand de prendre des manières de haute voltige comme celle de Martin vient de nous expliquer. Quand il y a tout le volet de la population qui pense que l'entreprise publique n'est pas une bonne chose. Alors, comment on concilie le sentiment général de la population avec des aspirations comme celle que Martin s'est éveillée en nous, ça va être un vrai défi. On y est venu. Mais je ne dis pas ça parce que je suis une personne négative. Au contraire. Je veux et de plus Merci, Louis. I'll translate for Marty. He says that there's a challenge here in Quebec because not everybody thinks alike, and like any other city, I suppose. But here there's a fraction of the population who's thinking that business is not such a good thing. And we've got to work and with the help of everybody to kind of remember everyone that wealth is created by the private sector in partnership with the public sector. Yeah. One thought there, and I don't want to keep using the same example, but Chris Hughes is a very interesting man, and he was involved in founding Facebook, and he's worth a huge amount of money now. He then decided not to go to Facebook because he wanted to work for then Senator Obama to help him be elected. He didn't get paid for that. He then moved to New York and started a crowdsourcing sort of social app for charities, for people to get more involved in charities and so on. I think it was called Juno. And has continued down that vein. So he's made a lot of money, but he's also now doing a lot around innovation in a lot of other sectors. It's not just about simply making money. And it's also about doing the right thing, doing good things. It could be a private enterprise as well, but there are a lot of examples of that happening as well. And he wanted to do that in New York City because that's where you can reach a lot of people. That's where you have a big stage. That's where you can find the people you need to develop things. So this shouldn't just be about, and I know I put a lot of numbers up there because they're impressive, billions of dollars and so on. That's very important for some people. You want to be successful, but there are a lot of other elements of digital innovation that are very important that are not just about the commercial side. Thank you. Rémi, you want to... Moi, je veux juste ajouter à M. Audet que c'est vrai, vous avez raison que il y a une partie de la population qui ne suivrait pas là, dans un... Mais je pense que le leadership, c'est ça. Je pense que le maire Bloomberg, il y a sûrement qu'à New York, il y a une partie de la population qui n'est pas du tout connectée avec NY Media 2020, mais je pense que le leadership des politiciens puis des gens d'affaires, c'était de... On avance. On s'en va par là. On focus. Monsieur? Philippe Aubé de Montréal. Ma question s'adresse à M. Kahn et à Mme Fortier. Et même, on a mentionné dans les panneaux précédents l'importance de la rétention du talent. Alors, j'aurais une question, mais d'abord, je vais faire un commentaire. Est-ce que le Québec fait des bons choix
en passant des critères de sélection, de dire que, il y a peut-être quelques années, on disait 50% des nouveaux arrivants doivent connaître le français aussitôt qu'ils mettent le pied à terre au Québec. Là, c'est rendu maintenant, je pense, je peux me tromper, mais c'est allé dans le sens de 80%. Est-ce qu'on ne se prive pas, en focusant sur un marché très, très étroit ou relativement étroit, juste dans la francophonie, de se priver d'attirer ces talents-là? Et ça, c'est les politiques d'immigration de la province qui ont évolué au cours des années très récentes. Je me demande si on n'est pas en train de se limiter soi-même à cet effet-là, par ces politiques-là. Mais deuxièmement, pour ma question à M. Cohn et Fortier, comment est-ce qu'on peut retenir ces talents-là? Et je me demande particulièrement, M. Cohn, si vous avez regardé la situation à travers le Canada, est-ce qu'il y a des universités, des centres d'éducation qui réussissent mieux que d'autres à retenir les talents qu'ils ont attirés pour leur éducation? Merci. Madame Fortier, je vais vous laisser répondre la première, puis je vais traduire à Martin. Oui, d'accord. Alors, on a une très grande capacité d'attirer les talents, mais je pense qu'on met des bâtons dans les roues pour que les gens restent ici. On a un système compliqué parce qu'on a 2 niveaux de gouvernement qui a des politiques d'immigration qui ne sont pas toujours bien coordonnées. On a la question de la langue. Moi, je vais vous dire, du point de vue de l'Université McGill, on voit l'intérêt des étudiants, des professeurs à bien profiter du fait qu'ils sont à Montréal. Ils apprennent le français, ils adorent la culture francophone, ils veulent rester ici. Mais évidemment, on a des exigences trop élevées. Si on regarde dans d'autres pays, les États-Unis, entre autres, ils ont fait venir plein de gens de talent. Ils ne leur demandent pas de passer les tests d'anglais, tout ça, au plus haut niveau. Ça va venir, mais ils leur laissent le temps d'en arriver là, puis ils utilisent bien leur talent. Je pense qu'on a vraiment, vraiment un très grand pouvoir d'attraction parce que la vie est quand même très agréable ici au Québec. Et il faut voir, et je pense, je vais ajouter une chose parce que je crois que c'est important de protéger la culture ici, la culture française, la langue française. On peut le faire. Moi, de mon expérience à McGill, après 1 an, je vais vous dire que les gens veulent vraiment apprendre et faire partie de cette culture-là. Et c'est là qu'il faut miser, c'est là qu'il faut mettre les efforts, pas de leur faire passer des tests qu'on sait d'avance qu'ils ne pourront pas passer. You want to add something on this, Marty? I can't add a huge amount because my perspectives actually, I think, were based on conversations that we had together on the phone and understanding some of those challenges. And it's probably not a good thing for someone from Toronto to comment on language laws in Quebec. I see you're a wise man. So I think I may stay away from that. But I'll just say personally, because I was a student here, this is a fantastic place to come and stay and live. And I graduated in 1993, so quite a long time ago. In fact, I was recruiting at McGill yesterday and asked how many people were born after 1993, and a bunch of hands went up, and I realized I graduated before they were born, which made me feel very old. But anyway, it's a fantastic place to live. That's why that point 1 is so important about desirable place to live. And I think there are a lot of people who really want to be here if the opportunities are there and if they can stay. So I'll leave language policy out, although I do agree that so many people love the French language. They speak it, they want it to be part of their life. They love the culture. That's why they're attracted here, want to stay, but maybe don't have the time around starting a business to achieve that certain level. I don't know the details around that, but I did hear that from you. But it really is about opportunities. And I think what happens, people will be retained here if there are better opportunities here than elsewhere. It's pretty much as simple as that. Yeah. And that's why this is a virtuous circle that needs to get going and maybe can be turbocharged by the diaspora, bring some of those people back, maybe and say, hey, give them a call, say, why don't you move back here, Imagine if the next person, like we talked of Chris Hughes going back to New York, imagine if someone moves up here with their hundreds of millions, then they want to invest in the next ideas and so on. That could be quite exciting to turbocharge that. But at the end of the day,
it's about opportunities, and I think that will come with time if these various elements get put into place. We need the tipping point. Yeah. Mais la ministre de l'Immigration est ici. Elle a certainement entendu les réponses. Monsieur? Oussam Faour, je vais juste raconter un petit truc et te poser la question. J'ai 22 ans et je démarre. Et moi, je suis en pré-démarrage d'entreprise dans ce secteur. Et je commence pas dans un garage, je commence dans mon salon. Et c'est très difficile parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'argent. Et c'est difficile d'en trouver, surtout ici, parce qu'il faut se valoriser. On parle d'attirer les talents comme s'il n'y en avait pas. Mais il y a du talent. Moi, j'ai du talent en tout cas. Moi, je me valorise. Il y a des gens qui ne savent pas se valoriser. La question, c'est comment les faire motiver à se valoriser. Comment les faire rencontrer des gens, saluer des mains. Ils ne savent pas le faire. Moi, je suis ici parce que je vais saluer des mains, rencontrer, chercher de l'argent. Il y en a 400 personnes ici. C'est quoi le plan pour permettre à ces jeunes-là de faire comme je fais et d'aller loin? Merci. Je vais demander à Rémi de nous répondre, de faire un commentaire, puisque un jour, il a été, je ne sais pas s'il était dans son salon. Ah, c'est bon, he learned the lesson. Non, mais dans le fond, c'est ça, là, c'est quoi ton plan? Puis au départ, là, c'est sûr que c'est très difficile d'aller chercher les premiers dollars. Faut que tu tournes, faut que tu regardes ton réseau très, très proche. Pour la première ronde, moi, j'ai fait les petites rondes de départ là, au début. C'est les réseaux proches, puis après ça, ce qui a manqué, ce qui manque au Québec, c'est la deuxième, la troisième étape, parce que quand on est rendu une moyenne entreprise, il y en a de l'argent. Là. Quand la Caisse de dépôt est capable d'investir, c'est parce que là, il y a de l'argent. Mais là, ils se battent, là. Entre ça, c'est difficile. Mais honnêtement, il y a toutes sortes de réseaux d'anges au Québec. Là, il fait juste recherche Ange Québec sur Google. Et tu vas avoir beaucoup d'anges qui vont te recevoir et qui vont regarder ton projet et qui vont investir les quelques milliers de dollars souvent que ça prend pour partir. Merci, Rémi. Il y a aussi la Fondation Montréal Inc. Merci. Monsieur? Alexandre Météricien, je viens de Montréal. Merci, Mme Bertrand, vous faites un excellent travail. Merci. Ma question... J'espère être réembauché l'an prochain. Mais même salaire. I have one question, actually two questions. One for Mrs. Fortier. Mrs. Fortier, I started McGill in 2009. I graduated in 2012. When I started at McGill, McGill was #1 in Canada and in the top 10 in the world. And ever since I've left McGill, I feel like every year we're getting passed by U of T, UBC, and we're just dropping in the rankings. Has McGill become complacent? And my other question is for Martin Kahn. And it's not a criticism, Mrs. Fortier, you just arrived, and I hope that you'll be able to reform the school to bring it back to where it used to be. And Mr. Kahn, my question is regarding Israel. I came back from Israel, and I was really surprised to see how the young people there have this do-or-die attitude, which I feel like our generation here doesn't have as much. I don't know, is it the same situation in New York? Are people in New York, do they have a stronger drive than my generation does? Like, what do we need to do to bring that? So, I'm speaking about Israel because I know it and I went there. But is there a way for us to bring that here? In 2 minutes, because I'm told that our panel is coming to an end. I'm sorry. Alors, Suzanne, peut-être? Les classements. Are we becoming complacent? Absolutely not. Absolutely not. McGill est still classé, je parle en anglais, en français en même temps, là. McGill est toujours classé au premier rang au Canada par certains classements, au deuxième par d'autres, toujours dans les premiers 50 grandes universités à l'échelle mondiale. Ça dépend du classement, ça dépend des critères, évidemment. Mais il y a une chose, moi, il y a 2 points en particulier. Comme je suis une femme de science, je sais très bien qu'il y a une grosse marge d'erreur, là, écoutez, dans ces classements-là. Alors, ça fait une différence. On est dans les premiers 10, là,
c'est mieux que d'être dans les premiers 50. Ça, il n'y a pas de doute dans ma tête là-dessus. McGill n'est pas dans les premiers 10 à l'échelle mondiale, mais elle se classe bien dans les premières 50 universités. Maintenant, qu'elle soit 46, 43 ou 48, on est dans la marge d'erreur. Par contre, et même si scientifiquement, je sais très bien qu'il y a une grosse marge d'erreur, il ne faut quand même pas trop s'énerver, mais il faut s'énerver quand même. Parce qu'il y a tout un côté de marketing, de perception et tout ça. Et ces classements-là sont très visibles à l'extérieur. Et il faut s'assurer qu'on reste dans la tête des grandes universités à l'échelle mondiale. Et moi, j'ai toujours dit, après les classements, c'est vrai que c'est bien pour McGill, mais il ne faut pas accrocher nos patins. En fait, il faut les aiguiser. Si on veut rester dans la course, il faut les aiguiser. Il faut trouver les façons de bien aiguiser nos patins parce qu'il y a de la compétition à l'échelle mondiale. Je vais vous dire juste une petite chose pour terminer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je regarde, moi, les universités qui montent en file, là. Entre autres, à Singapour, on le sait, en Corée du Sud, on le sait, rapidement, là, qui montent dans les sondages. Les 2 polytechniques en Suisse. Ces universités-là ont des moyens financiers de réagir rapidement, d'avoir l'agilité, de pouvoir dire « ça, c'est important, puis on est capable de le faire tout de suite ». Ça, c'est quelque chose qui nous manque souvent dans tous les domaines et entre autres dans les universités. On n'a pas beaucoup d'agilité parce qu'on n'a pas les moyens financiers de dire, on n'a pas la capacité de prendre le risque de dire, voilà, on va investir dans ça, on va amener ce groupe-là, par exemple, ici, là, à McGill. On n'a pas la capacité de le faire. Et si on avait un peu plus d'agilité, je pense qu'on montrerait très rapidement encore plus haut qu'on est. C'est ce qu'on souhaite, Mme Fortier. Madame, vous êtes la dernier commentaire. Et je... Oh, sorry. No, he'd asked the second question. Should I? Non, moi, je suis une nouvelle personne. Ah, c'est vrai. Yeah. The question about Israel. I haven't been to Israel, so I can't comment directly, but it is exciting. You see a lot of things going on there. I know a lot of entrepreneurs and leaders who do business in the United States from there. But I'm surprised at what you said about your generation, because what I've seen over the last few years, and we showed some stats, is the young generation today, the students and recent graduates, are more interested than ever in starting a business or working for a startup. And as a consultant, we, the partner in the New York office, most of the people that leave our firm now, they're not going to clients, they're going to startups. Most of them. So the people who are deciding to go into a different profession, which is great, that's part of the business model of consulting, is that you go and do different things. The sort of chosen path now is to go and work for, either start your own thing or go and work for a startup. And I don't think that's exclusive to New York City, because we see the same in different places, and I think the same is true, at least in the intention here. The question about Montreal, maybe, and Quebec, and Sherbrooke, and other places, maybe one, again, of opportunity. If you have a whole bunch of friends that you know who work in different places, or have a friend who works in a certain place, there's more opportunity there. So I personally would posit, I would say that it's less around the intention or the entrepreneurial drive. I think Quebec is incredible there, historically, in terms of that entrepreneurial culture. It's probably just more about the opportunities to do some of those things, I would think. Merci. Monsieur et Madame, les 2 derniers commentaires, on m'a permis de les entendre. Alors, Monsieur d'abord, parce que vous étiez au micro le premier. D'accord. Merci, Richard Sagala. Devant la brillante présentation de M. Cohn, certainement la partie où il fait état de la personnalité forte de M. Bloomberg comme convener pour faire venir les chefs d'entreprise. L'hypothèse de travail, s'il vous plaît, vous la validez ou l'invalidez. Je pense ici à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, quand CDR devait monter et développer rapidement l'industrie au Canada pour faire face aux pressions, il avait demandé aux compagnies de fournir leurs meilleurs éléments sous la forme de $1 a year man. Et quand je vois monsieur très généreusement de Peerless qui se dit, moi je suis disposé à faire ce genre de travail, ne serait-il pas utile de faire, justement, avec le vieillissement les gens étant plus loin dans leur carrière,
Pourquoi est-ce que nos CEO ne pourraient pas venir de l'avant et peut-être en la personne, vu la taille du Québec, peut-être en la personne de notre premier ministre, qui serait peut-être le convener, qui ferait un appel à ces gens-là pour avoir ces $1 a year man, pour avoir ce talent de CEO qui viendrait fournir toute cette expertise. And the second aspect of it, I would add, is that we always see brilliant success from high tech, but in an intervention, Michael Porter was in front of Midwest mayors, and he said, you want to pick winners. Don't pick winners, they're all winners. He says, everybody asks me to tell them about high tech and big pharma. He says, it's 5%. He says, we have a quest for excellence, and it has to be everything. Alors, on parle de la désirabilité de l'endroit où on peut élire domicile, et ça, c'est quelque chose sur laquelle les industries du goût, la culture, tout peut faire, tout peut contribuer, la quête d'excellence pour amener ce momentum global et généralisé. Qu'en pensez-vous? $1 a year man, No, it's a comment best CEOs. more than- Oui, merci. Madame? Oui. Bonjour, merci de me donner l'occasion de terminer. Marie-Claire Dumas de la Conférence régionale des élus de Montréal. On fait un plan régional de développement. Il est basé sur l'économie du savoir. Il est basé sur le fait que Montréal est une ville universitaire. Et on termine, Madame Fortier, on va se retrouver le 25 septembre prochain. Je voulais juste le dire aux gens ici. Un avis sur les étudiants internationaux, l'attraction, la rétention. C'est une mise à jour d'informations qui a été faite avec toutes les universités, les collèges montréalais, Montréal International, la Ville de Montréal. Et effectivement, le diagnostic est à l'effet qu'on est une ville d'attraction. Il faut travailler sur la rétention. Merci, Monsieur Cohn, de nous avoir aiguillés de ce côté-là. Et on sait qu'entre le dernier avis qui avait été fait en 2006 et maintenant, il y a perte du Canada dans le monde. Il y a des millions d'étudiants qui se promènent dans le monde, qui sont mobiles. On est en perte au Canada par rapport au monde et on est en perte au Québec par rapport au Canada. Donc, l'avis qu'on publiera, on espère, sera utile le 25 septembre et appelle une politique de l'internationalisation de l'éducation au Québec. On se verra là et surveillez vos écrans. Merci beaucoup. Votre message est passé, Madame. Alors, je suis désolée. Non, j'avais dit 2 autres questions. Je suis absolument désolée. Je tiens à remercier nos panélistes, Marty en particulier, Sherry et Avery, son bébé qui a été vraiment sa petite fille de 5 mois, qui a été d'une docilité remarquable. Alors, et à vous tous, merci beaucoup.